Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 14 novembre. Au Parc des Sports de Trècheville, ce samedi 14 novembre 2020, les femmes du RHDP ont célébré la victoire de leur champion à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le président Alassane Ouattara était en présence du chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et plusieurs cadres du parti. 14 novembre, commémoration de la journée mondiale du diabète. Une journée célébrée en Côte d'Ivoire, journée symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de prévenir la maladie. La dépouille de l'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est arrivée ce samedi 14 novembre vers 4 h du matin à l'aéroport de Bamako en provenance de Turquie où il est décédé. Une sobre cérémonie de recueillement a eu lieu sur place. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Chants et danses ce matin au Parc des Sports de Trècheville. Les femmes du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont célébré la victoire de leur champion à l'élection présidentielle du 31 octobre. Le président Alassane Ouattara c'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de plusieurs cadres du parti. Éric Corré. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Un dicton qui épouse allègrement la vision de ces dames réunies au sein du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Car par leur dévouement, elles ont réussi à arracher la victoire. Avec un score de 94,27%, à un taux de participation de 53,90%, au terme d'une élection démocratique et transparente. Cette victoire a été acquise au bout d'énormes sacrifices contre vents et marées, sur le soleil et la pluie, avec des nuits blanches. Pour célébrer l'événement, l'invité est spécial. Il n'a pas été choisi au hasard. C'est Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. À son arrivée dans ce stade des Parcs des Sports de Trècheville, plein à craquer, Ahmed Bakayoko a fait vibrer le public. Une présence qui a apporté beaucoup de chaleur et d'émotion. Ce n'est pas Kandia Camara et toutes les femmes qui diront le contraire. Ce sont des femmes de toutes les couches sociales qui sont allées féliciter Alassane Ouattara de différentes façons. Il est de la Côte-d'Ivoire, il est de la famille Afiedo. Donc Alassane Ouattara, c'est un Hatchan. Il faut que les gens sachent que Ado, c'est un Hatchan. À côté des grandes dames, se trouvent forcément des grands hommes. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, était aussi présent. Femmes de Côte d'Ivoire, vous avez voté et vous avez gagné. Prenant la parole, Ahmed Bakayoko a montré l'importance des femmes dans le parcours politique d'Alassane Ouattara. La force d'Ado, c'est vous. La puissance d'Ado, c'est vous. Pendant tout son combat politique, il a eu toujours devant lui une femme, Madame Henriette Dagri Diabaté. Il a eu à côté de lui une petite sœur qui n'a jamais failli, qui a été de toutes les batailles, la Péré, Kandia Camara, avec toute la bénédiction qui sied en pareille circonstance, le soutien, l'affection, la baraka de sa maman, Adja Nabintou Sissé. Cette célébration de la victoire du président Alassane Ouattara a été une occasion de retrouvailles, de cohésion, d'ambiance entre les filles et fils d'Oufoué-Boigny. La fête était tout simplement belle.
Ambiance festive. L'opération de sécurisation de l'élection présidentielle à Barrissement de l'Éléphant se poursuit sur l'ensemble du territoire. Les forces déployées continuent d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour un meilleur suivi des actions de ces hommes engagés sur le terrain, le chef d'état-major des armées, le général de corps Lassina Doumbia, s'est rendu au centre opérationnel interarmé pour un point de la situation sécuritaire à Boussanogo. Il est un peu plus de 17 h lorsque nous nous rendons au COIA, au Centre opérationnel interarmé, c'est à l'état-major général des armées. Notre objectif est de suivre le point de situation de l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle dénommée Barrissement de l'Éléphant. C'est à partir de ce poste de commandement de coordination que toutes les actions des troupes déployées sur le terrain sont coordonnées. Puis arrive le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Il est accueilli par le colonel Kwaku René, chef du centre opérationnel interarmé. Le chef d'état-major général des armées est au PC de coordination pour une séance de travail suivie d'un point de situation sécuritaire. Ainsi dans l'ordre, le chef du poste de commandement de coordination qui coordonne l'ensemble des postes de commandement à travers le pays, l'officier en charge du renseignement, l'officier en charge de la conduite des opérations, ceux en charge du soutien logistique et du soutien médical, exposent. Dans l'ensemble, on note une accalmie sur le terrain et dans toutes les zones identifiées chaudes. Situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a donc recommandé à ses hommes de maintenir la vigilance dans les zones fraîchement pacifiées et à mener des actions civilo-militaires. J'encourage donc les chefs des différents postes de commandement qui sont installés dans les différentes localités à organiser des actions civilo-militaires, c'est-à-dire des activités qui vont impliquer toutes les parties, et nous-mêmes, de sorte à raffermir la cohésion que nous nous évertuons à faire renaître entre les communautés qui vivent dans les localités où il y a eu des conflits. Voilà la priorité pour cette période jusqu'au 15 novembre. Il faut profiter de la période du 15 novembre, qui est une journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire, pour le faire. L'opération Barrissement de l'Éléphant se poursuit donc sur l'ensemble du territoire. Et le point de situation se fait 2 fois dans la semaine, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Et puis le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté porte à la connaissance des populations que la célébration officielle de la 24e édition de la Journée nationale de la paix aura lieu ce dimanche 15 novembre à 10 h à la place Espérance, située dans la commune de Komassi. Le thème de cette 24e édition est « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». À demain, dimanche 15 novembre, donc, la Côte d'Ivoire célèbre sa traditionnelle journée nationale de la paix. Une journée qui vient rappeler le rôle que chacun devrait jouer dans la construction de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. À l'occasion de cette célébration, le médiateur de la République, par le biais d'une déclaration, s'est exprimé. Franck Quadio. La célébration de l'édition 2020 de la Journée nationale de la paix se tient dans un contexte sociopolitique particulièrement marqué par l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Si dans l'ensemble, la campagne électorale et le scrutin se sont bien déroulés, force est de constater que plusieurs localités du pays ont connu des violences résultant d'affrontements entre militants du parti politique d'une part et entre communautés d'autre part. Ces actes de violence d'une extrême gravité ont entraîné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importantes destructions de biens publics et privés. Cette situation regrettable vient encore nous rappeler que la paix est une quête permanente nécessitant un engagement collectif. En effet, sans la paix, rien de durable ne saurait être bâti. Le médiateur de la République voudrait saisir l'opportunité que nous offre cette journée nationale de la paix pour inviter une fois encore chaque Ivoirien et habitant de ce pays à s'aimer et à faire germer les graines de la paix partout où il se trouve. Le médiateur de la République fait observer qu'il n'est de l'intérêt de personne que les comportements de violence prennent le dessus sur les attitudes de paix. Nous devons tous, autant que nous sommes, agir pour la paix et la cohésion sociale, gage de la sécurité individuelle, collective et du progrès social de notre pays. Signé Adama Tungara, médiateur de la République. Une déclaration lue par Abou Sanogo, vous avez certainement reconnu la voix. Et en prélude à la célébration de la Journée nationale de la paix, une prière a été dite hier vendredi à la mosquée Salam du Plateau. C'est une initiative de la ministre Mariette Okoné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Astou Touré.
La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était à la mosquée Salam du Plateau pour une prière à la faveur de la paix pour la Journée nationale de la paix célébrée tous les 15 novembre en Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et la fraternité. Nous sommes venus demander à la communauté musulmane de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Prier pour que la paix règne et revienne en Côte d'Ivoire. Prier pour que les fils et les filles de Côte d'Ivoire se parlent, s'asseyent, se parlent, s'écoutent pour envisager le vivre ensemble autrement que par la violence. Occasion pour l'imam Sissé Djigiba d'appeler les fidèles musulmans à la paix, la cohésion, le dialogue, des valeurs chères à l'islam. Le sermon d'aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, la paix avec nos frères et sœurs de toutes les confessions religieuses. Nous devons amorcer une étape d'éducation à la paix, pour tous et pour toutes, pour que nous puissions en tout cas vivre ensemble dans l'harmonie et dans la convivialité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté les populations au strict respect des uns et des autres pour une paix durable. Dans le département de Béoumi, au carrefour d'une rue, a été érigée une stèle de la paix après la crise intercommunautaire qu'a connue le département les 15 et 16 mai 2019. Quelques mois après son inauguration et à l'occasion de la Journée nationale de la paix, notre reporter Kader Sogodogo s'est posé la question suivante. Quel est l'impact de ce monument sur les populations de Béoumi? Reportage. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Une stèle laisse entrevoir tout son charme au cœur de la localité. Elle incarne le souvenir des victimes du conflit intercommunautaire qui a endeuillé la localité les 15 et 16 mai 2019. 16 personnes décédées, plusieurs dizaines de blessés et des centaines de déplacés. Plus d'une année après cette tragédie, au moment où la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, que vaut cette stèle aux yeux des populations de Béoumi? Le monument dépasse sa position géographique au niveau de la ville et les personnes indifférentes. Tout ce qui s'est produit à Béoumi en 2019 sert pour nous de point d'ancrage, pour dire plus jamais ça. Donc chacun à un niveau ou à un autre. À la vue du monument aux morts, qui a donc une position centrale au niveau de la ville, c'est dit qu'il ne faut jamais se retremper dans la situation antérieure de 2019. Ceux qui vont venir, il faut qu'ils se rappellent, en voyant cette stèle, qu'est-ce que cela veut dire? Des hommes qui se regardent, qui s'embrassent. C'est à partir de quelque chose, d'une mésentente. Et qu'à partir de ça, on doit oublier. On est appelé à vivre ensemble. On le dit toujours, la langue et les dents sont ensemble, dans la même cavité. Mais il se trouve que de temps en temps, les dents blessent la langue. Mais tu ne vas pas arracher toutes tes dents. Cette statue derrière moi symbolise la paix. On nous a appelés à la mairie de faire la paix. On est ensemble ici, il n'y a plus histoire, rien. Et nous vivons bien ici. La construction de cette stèle est à mettre à l'actif du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs la ministre Maria Toukone qui a procédé en personne le 22 décembre 2019 à la pose de la première pierre. Sa vision était claire, interpeller et rappeler à tous l'impérieuse nécessité de vivre ensemble en harmonie. Cette stèle a été érigée en mémoire de certaines personnes qui ont perdu la vie, dont les noms sont inscrits sur la stèle. Donc, la vue de la stèle doit nous permettre d'avoir une pensée pieuse pour ces personnes-là, de nous souvenir de ces personnes-là. La vue de la stèle doit nous permettre de comprendre qu'avec ces personnes qui sont mortes, nous devons faire en sorte que cet acte qui a conduit à la mort de ces personnes-là ne soit plus répété. Grâce aux efforts du gouvernement et à la volonté des fils du terroir, Béoumi a pu surmonter ces moments tristes de son histoire. La localité aujourd'hui n'a qu'un seul vœu, vivre en paix avec tous ses enfants.
La deuxième édition des matinales ivoiriennes de l'évaluation s'est tenue à la rotonde de l'Assemblée nationale au Plateau. Son objectif, promouvoir la fonction du suivi-évaluation dans l'élaboration des projets de développement. Je vous invite à suivre ce reportage de Cheikh Kodé. À cette deuxième édition des matinales ivoiriennes de l'évaluation, il s'est agi de faire l'état des lieux de la pratique évaluative en Côte d'Ivoire. Nous avons une longue tradition d'études prospectives. Études prospectives qui renforcent donc les plans nationaux de développement. C'est pour ça que la vulgarisation de la fonction évaluative est un impératif qui s'impose non seulement aux acteurs gouvernementaux, mais à la société civile et au Parlement. Cette rencontre a réuni une soixantaine d'acteurs de l'évaluation du privé comme du public. Ses objectifs sont d'harmoniser les normes et pratiques professionnelles, renforcer les capacités nationales et promouvoir une culture évaluative. Pour les parlementaires, cet outil est un levier indispensable pour conduire les projets de développement. Quand vous dites, dans 3 mois, je fais ça, évidemment, il faut des éléments pour faire l'évaluation à mi-étape. Le premier mois, deuxième mois, la preuve. Il y a eu les 100 jours du Premier ministre et il y a eu une évaluation. Voilà, évidemment. Donc l'évaluation est vraiment devenue un outil de développement. Donc le Parlement est obligé de s'approprier l'évaluation pour être vraiment opérationnel. En Côte d'Ivoire, la fonction du suivi-évaluation reste confrontée à des limites. Malheureusement, c'est utilisé, mais pas dans la plénitude, comme les partenaires, comme les spécialistes voudraient que ça soit. C'est pour ça que toutes ces actions sont menées pour sensibiliser les différents acteurs, les différentes parties prenantes, pour qu'on puisse faire la promotion de cet outil-là, dans l'intérêt de tous. Le thème qui a sanctionné cette deuxième édition est « Les partenaires au cœur de la promotion du suivi et de l'évaluation en Côte d'Ivoire, rôle et action ». Et il ne faut surtout pas oublier une chose essentielle, mesdames et messieurs, à rester vigilants face à la Covid-19, qui est toujours d'actualité. Et ce samedi 14 novembre, la Côte d'Ivoire enregistre 46 cas confirmés de Covid-19 sur 1086 échantillons prélevés, 31 nouvelles guérisons, un décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 187 cas actifs. Il faut donc continuer de rester vigilant. Et parlons toujours de lutte contre la Covid-19. L'institution de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, l'IPS-SEGRAE, était récemment dans le nord du pays. Objectif, sensibiliser les retraités des régions du Poro, du Tchologue, de la Bagoué et sur les bonnes pratiques pour lutter contre la Covid-19 et surtout leur apporter des vivres et non-vivres afin qu'ils traversent au mieux cette période difficile. Première étape, Korogo, à Mississauga. L'institution de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, l'IPS-SEGRAE, ne baisse pas la garde face à la Covid-19. En tournée dans le nord du pays, elle continue de sensibiliser ses retraités sur la pandémie en vue de les préserver. Première étape, la direction régionale de la SEGRAE de Korogo. L'institution à vocation sociale a procédé à la remise de vivres et non-vivres essentiellement composés de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Ce dont pour exprimer sa solidarité vis-à-vis des assurés sociaux les plus fragiles du Poro. Les retraités sont les personnes les plus exposées à cette pandémie. Donc il est important de pouvoir les accompagner et surtout les sensibiliser à avoir les bons gestes, les gestes barrières pour éviter que la Covid se propage dans notre pays. On a prévu tous les retraités. Le don est fait de telle sorte que ceux qui sont en situation précaire puissent bénéficier. Donc il est assez conséquent. En plus de l'assistance matérielle, les retraités ont bénéficié d'une assistance financière. Le président des retraités du Poro, Bon Koulibaly, a transmis la reconnaissance de ses collègues, la SEGRAE, pour cet élan de solidarité. C'est vraiment un soulagement, plus que même un soulagement. Il faut qu'on suive strictement les mesures barrières de sécurité contre le Covid-19. Il y va du bonheur de tout le monde. Les assurés sociaux de Boundiali et Fergué, eux également, ont bénéficié d'une assistance matérielle et financière. Depuis le début de la Covid-19, un peu plus de 145 millions de francs CFA de dons en vivres et non-vivres ont été alloués à cette opération de portée sociale et sanitaire en faveur des retraités et des veuves de fonctionnaires de la SEGRAE. Quel est l'état de la situation épidémiologique du diabète en Côte d'Ivoire? La question a été abordée ce samedi 14 novembre, journée mondiale du diabète, dans la commune d'Adjamé à l'Institut national de l'hygiène publique autour du thème «
le personnel infirmier et le diabète. La campagne s'est donnée pour objectif de sensibiliser sur le rôle important que le personnel infirmier joue dans le soutien à apporter aux personnes atteintes du diabète. Ateliers de formation, dépistage et contrôle ont meublé cette 23e édition de la Journée mondiale du diabète. Patricia Omoitia. Dépistage, sensibilisation, échange et contrôle régulier. J'ai le diabète depuis ça fait quelques années quand même, ça dure longtemps, presque 20 ans que j'ai ça. Mais j'essaie de vivre avec, ça va, ça monte, ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Le personnel infirmier est au cœur de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Acteur principal de cette campagne de sensibilisation, le personnel infirmier vient perfectionner ses connaissances en matière de soins sur le diabète. Aujourd'hui, nous nous adressons directement, spécifiquement aux infirmiers et sages-femmes. Donc il s'agit pour nous de leur donner des éléments pour aider à la prise en charge des patients diabétiques. La prise en charge psychologique est importante. Donc l'infirmier doit se préparer à ça. On ne peut pas mettre des psychologues ou bien des psychiatres derrière tous les malades. Mais c'est-à-dire que ça aussi, ça doit être une compétence que l'infirmier doit acquérir. En Côte d'Ivoire, on recense 12 000 infirmiers sur 25 000 professionnels de santé. Pour le représentant résident de l'OMS, le nombre d'infirmiers diplômés doit augmenter de 8% par an afin de combler le manque global d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a fait également un effort pour réduire le coût de l'insuline en pharmacie. Donc, mais beaucoup reste à faire parce que la prise en charge de cette maladie est encore élevée. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, on estime que 1,6 million de décès ont été directement causés par le diabète. Le nombre de personnes touchées par le diabète devrait atteindre 522 millions d'ici 2030. Dans cette population à risque, il faudra compter plus d'1 million d'enfants et adolescents qui sont atteints à cette maladie. La Côte d'Ivoire commémore chaque année les différentes journées mondiales du diabète et se mobilise à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles et les associations de lutte contre le diabète. Et justement, dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale du diabète, les populations de la commune de Port-Bouët ont été invitées à une opération de dépistage gratuit du diabète ce samedi matin. Une occasion pour les enfants, les hommes et les femmes de connaître leur taux de glycémie et prendre les dispositions nécessaires face à cette maladie chronique. Eugène Atoubé. En toute décontraction, ce patient se soumet à l'acte de prise de sang à partir duquel l'infirmière va en déterminer le taux de glycémie. Ce 14 novembre, Journée mondiale du diabète, hommes, femmes et enfants de Port-Bouët sont invités à une séance de dépistage gratuit du diabète, une initiative de professionnels de la santé exerçant dans cette commune. Depuis lors, j'attendais cette occasion et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Il faut se faire dépister pour voir si tu as la maladie ou tu n'as pas la maladie. Il est très intéressant de savoir son taux de glycémie et profiter des conseils des médecins pour ne pas tomber dans un taux qui va te rendre malade tout le temps. Le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale du diabète est dédié au personnel médical qui prend en charge les personnes atteintes de cette maladie. Ce dépistage gratuit est un symbole de leur engagement à toujours soutenir les diabétiques à travers l'identification et le diagnostic du diabète. Le diabète, maladie grave connue pour être une élévation non contrôlée du taux de sucre dans le sang, n'épargne personne. Je sais que le diabète est une maladie qui tue. Si on ne fait pas attention à sa santé, on peut en mourir. Mais si on arrive à écouter les conseils des médecins et puis prendre ses médicaments, suivre son régime, on vit. Le diabète est une maladie insidieuse, une maladie qu'on appelle maladie à bas bruit, c'est-à-dire qu'on peut avoir le diabète sans savoir qu'on a le diabète. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est une période qui va s'étendre du 14 novembre jusqu'au 6 décembre. Toute la population de Port-Bouët est appelée à faire son dépistage gratuitement. Nous sommes prêts à accueillir toute la population de Port-Bouët afin de préserver leur santé et afin que cette population soit une population vaillante pour la Côte d'Ivoire de demain. La Journée mondiale du diabète est un moment de sensibilisation et d'information. Les statistiques montrent que dans ce contexte de pandémie du coronavirus, ceux qui décèdent plus en même temps, la Covid-19 et le diabète.
Et la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre a été également commémorée dans la ville de Bouaké. Kwadjo Kwame. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 400 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. Toujours selon l'OMS, ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2030. À l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée internationale du diabète le 14 novembre. Le diabète représente une véritable pandémie et un enjeu de santé publique majeur. Le diabète, c'est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique. L'OMS définit le diabète comme une hyperglycémie supérieure à 1,26. Le diabète est également accompagné de certains signes appelés signes précurseurs, à savoir la polyurie, le fait de beaucoup pisser, la polydipsie, le fait une envie très intense de boire, l'amaigrissement et puis l'asthénie. Le traitement, c'est à vie. En fonction de l'hémoglobine glyquée, le traitement varie. Il y a certains qui sont uniquement sur le régime et qui sont très stricts sur le régime, accompagnés d'une activité sportive régulière. À Bouaké, une campagne de sensibilisation est organisée, une occasion d'inviter les populations à porter l'épidémie du diabète au devant de la scène. Nous avons voulu inviter les populations à venir se faire dépister, à savoir un peu leur état. Parce que le diabète, c'est une maladie qui est chronique, non transmissible. Et c'est des maladies qui sont en vogue actuellement. Je suis venue faire dépistage du diabète pour voir s'il y a aussi. Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée chaque année est une réponse à l'escalade de l'incidence de la maladie métabolique dans le monde. Cette date a été choisie car c'est l'anniversaire de Friedrich Banting qui, avec Charles Best, ont développé les premiers la théorie liée à l'origine de la découverte de l'insuline en 1922. Parlons à présent du paludisme. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre cette maladie, intensifie la lutte contre cette pathologie. Une rencontre s'est tenue à Jacquesville avec toutes les parties prenantes en vue de dégager une stratégie efficace afin de venir à bout de cette maladie. Avec Toriel Astotouré. Cette rencontre vise à faire reculer le paludisme d'ici à 2025 et l'éradiquer d'ici à 2030. Pour y arriver, un document de communication sur la stratégie nationale de communication en vue d'un changement de comportement est en train d'être élaboré. Cette stratégie de communication se décline en plusieurs axes. Renforcer le plaidoyer et le partenariat, à renforcer l'action communautaire, à accroître la visibilité des activités, la sensibilisation dans les médias traditionnels. En Côte d'Ivoire, l'incidence du paludisme est de 191 pour 1000 dans la population générale et 597 pour 1000 chez les enfants de 0 à 5 ans. Un taux lié à l'intensification des stratégies avancées et la mise à échelle de la prise en charge à domicile des enfants de 0 à 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. La lutte se mène partout en Côte d'Ivoire. Partout où se trouve un centre de santé de Côte d'Ivoire, on a au moins un agent de santé qui prend en charge une personne qui contracte le paludisme. Nous sommes dans la communauté, dans les villages qui sont appelés 5 km par les ASC, les agents de santé communautaires qui sont dans les villages aussi, qui soignent les enfants de moins de 5 ans. Et donc aujourd'hui, si on veut parler de bilan, nous sommes aussi toujours en régression du nombre de cas de décès liés au paludisme. Dans cette lutte sans merci contre le paludisme, la Côte d'Ivoire veut compter sur ses partenaires. Nous sommes là pour soutenir le PNLP et remercier le PNLP de nous avoir associés à ce processus-là. Et nous sommes vraiment disposés à les accompagner dans le développement de cette stratégie et sa mise en œuvre future. La rencontre se tient sur 5 jours avec à la clé un document de référence sur la stratégie nationale de communication 2021-2025. Et l'actualité, c'est aussi ce drame survenu à Gagnoa ce samedi matin. Un couple a péri dans un incendie. Les faits se sont déroulés dans le sous-quartier de Dar es Salaam de la ville où l'incendie s'est déclaré. L'habitation de ce couple est partie en fumée. Seules 2 personnes ont pu être sauvées. Les causes du sinistre n'ont pas été déterminées. Abou Sanogo. C'est très tôt ce matin que l'incendie s'est déclaré dans le sous-quartier de Dar es Salaam du Grand Djoulabougou à Gagnoa. Un instituteur et son épouse ont trouvé la mort dans l'incendie de leur habitation. 2 autres personnes, dont la mère du défunt et son fils âgé d'environ 11 ans, ont pu être sauvés.
à l'origine du drame. On ne sait pas c'est quel feu, où c'est quitté, on ne sait même pas. En tout cas, il y avait les gaz dedans. Mais comme la maison a pris feu, c'est là, le gaz il a écrasé, on ne sait pas. Le feu serait parti du salon et au moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait le feu, il a voulu sortir pour aller porter secours à sa maman. Et pendant que sa femme aussi se trouvait de l'autre côté. Et il n'a pas pu. Et par les cris de sa mère, les jeunes gens ont cassé un pan du mur pour la soustraire. Et comme il s'est rendu compte qu'ils ont pu sortir sa maman, il voulait aussi aller porter secours à sa femme. Mais malheureusement, la fumée a fait qu'ils ont été asphyxiés. La mère du défunt, encore sous le choc et qui a été sortie des flammes par les jeunes du quartier, tente vainement d'expliquer les circonstances du drame. Mais cela semble difficile. Cette maison est partie en fumée avec tout son contenu. Une enquête a donc été diligentée par la police à l'effet de situer les responsabilités. Repos aux âmes des défunts. Dans l'actualité internationale au Mali, l'avion présidentiel transportant le corps de l'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est arrivé ce samedi 14 novembre, tard dans la nuit à Bamako, en provenance de Turquie où il est décédé. L'appareil a stationné non loin du pavillon présidentiel de l'aéroport de Bamako où attendaient plusieurs centaines de personnes, dont des autorités maliennes. Une sobre cérémonie de recueillement a eu lieu. Et puis en Éthiopie, les forces du Tigré, région dissidente d'Éthiopie, ont revendiqué ce samedi 14 novembre des tirs de missiles qui ont frappé vendredi soir les zones militaires des aéroports de Bardar et Gondar. C'est ce qu'a affirmé Getachew Reda, porte-parole du commandement central du Tigré, à une télévision régionale, menaçant ensuite de s'en prendre aussi à des infrastructures à Asmara, la capitale de l'Érythrée, ou Tassawa, port érythréen sur la mer Rouge. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal du Dimanche Magazine. Dieu nous garde.